Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour faire la review du chapitre 11 et pas que, on va faire le chapitre 12 également de l'œuvre de Dragon Ball Kakumei. Qu'est-ce que j'ai pensé de ces deux chapitres? Réponse maintenant. Ces deux chapitres mettent en avant un personnage et son périple, le personnage de Damaron qui est devenu le dieu de la destruction de l'univers 14 par rapport à ce qui est arrivé au prédécesseur, à son prédécesseur, le personnage de Dromel qui a eu pour objectif de déjouer, de renverser le système divin incarné par le grand prêtre. Malheureusement, il a échoué et désormais, les espoirs de Dromel reposent sur les épaules d'Amoron. Et ce qui est bien avec la mise en avant de ce personnage, de ce nouveau personnage, c'est que directement, il inspire la crainte, la peur pour les autres personnages. Et quand on le voit passer à l'action de façon calme, de façon déterminée, tu sens que ce personnage est redoutable. Franchement, sa mise en avant est réussie. En plus de respirer un certain flow, ce personnage nous apprend beaucoup de choses très intéressantes. On sait qu'il veut réussir l'objectif de Dromel, donc essayer d'aller voir le grand prêtre pour déjouer le système divin et essayer d'être prêt aussi pour cette guerre universelle. Donc il veut des alliés pour être sûr de gagner lors de cette guerre. Et ce qui est intéressant, et là c'est d'un point de vue scénaristique, je trouve ce qui est bien dans ces deux chapitres, c'est qu'on nous explique comment certains personnages vont se rendre d'un point à l'autre de façon cohérente. Il y a une explication, il y a de la profondeur dans le scénario. Des fois, dans Dragon Ball Super, il y a certaines idées qui ont été abordées, mais c'est tout, ça ne va pas au-delà, ce n'est pas approfondi. Là, on nous explique que, par exemple, pour que Amoron puisse aller voir le grand prêtre, il doit prendre plusieurs portails parmi les univers. Sauf qu'il y a un ordre à respecter, sinon c'est beaucoup trop simple. Donc ça va mener Amoron à se rendre dans certains univers et donc rencontrer certains personnages qui vont s'opposer à lui. Et c'est déjà le cas lorsqu'il se rend dans l'univers 4. À ce moment-là, il inspire la peur et surtout il fait une démonstration de sa puissance grâce à ses acolytes par rapport au personnage de Ganos qui lui vient de l'univers 9 mais là il est dans l'univers 4 pour assister les autres membres de l'univers 4 actuellement, et il finit par se faire éclater. Et autre point qui est stipulé dans ce chapitre, dans ces deux chapitres, on nous explique que oui, certes, physiquement, il va falloir que certaines personnes s'améliorent au niveau de leur puissance, mais est-ce qu'ils auront la mentalité pour servir le bon camp? Ou est-ce que certains, justement, par rapport à ce qu'a montré Amoron au niveau de sa puissance, et surtout ses alliés, est-ce que justement certains ne vont finalement pas trahir le bon camp pour rejoindre le mauvais camp, celui d'Amoron? Et ça a été très bien montré, parce que tu montres la redoutabilité d'Amoron et de ses alliés, de ses coéquipiers, par rapport à la menace qui va arriver autour de la guerre universelle. Donc il y a plusieurs enjeux qui se créent par rapport à un seul et même enjeu, qui est donc la guerre. Autre point aussi très intéressant, expliqué par le personnage d'Amoron, c'est sur la constitution des univers. À l'origine, il y avait 18 univers. Maintenant, avec Dragon Ball Kakumei, au niveau du scénario, ils ont fait revenir les autres univers en prenant compte du vœu de ces 17. Donc, il y a à nouveau 18 univers, et on nous explique que oui, certes, il y a certains univers comme l'univers 6 et 7 qui sont jumelés, mais en réalité, il y a surtout des triplés d'univers, c'est-à-dire 3 univers regroupés en un seul groupe. Donc, au final, ça constitue 18 univers, parce que 6 x 3 égale 18. Mais pour revenir à mon propos, on nous explique qu'au final, un triplé va représenter une certaine catégorie, une certaine mentalité. On a l'univers 7 qui va représenter l'univers des combattants, l'univers 6, l'univers des challengers, et l'univers 13, l'univers des champions. On peut dire qu'il représente une mentalité de guerrier. Et on va retrouver ça à chaque fois pour les triplés des univers qui nous sont présentés. Et j'ai trouvé ce détail plutôt intéressant parce qu'au final, on sait qu'il y a certains personnages qui vont d'un univers à l'autre pour s'entraîner avec d'autres univers. Donc peut-être qu'il va y avoir des associations et qu'au niveau de leur mentalité, ils vont développer plusieurs caractéristiques qui vont leur être bénéfiques. Ça, c'est très intéressant et peut-être un détail à prendre en compte pour la guerre universelle. Pour en revenir un petit peu sur le personnage d'Amoron avant de changer de sujet, ce que j'ai bien aimé avec ce personnage, déjà, c'est sa mise en avant. C'est un personnage froid qui n'hésite pas à tout pour accomplir son objectif. Il est déterminé à réaliser ce qu'a commencé Dromel, c'est-à-dire renverser le système divin, réaliser la fin de tout. Et il n'hésite pas à essayer de convaincre des personnes par la force, notamment le personnage de Ganos qui se trouve dans l'univers 4, en lui montrant une démonstration de sa puissance afin de lui faire comprendre qu'il va devoir rejoindre le bon camp, sinon ça va très mal se passer pour lui. C'est vrai que je l'ai déjà évoqué avant ce sujet, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est le fait qu'il n'ait pas peur de ce qui peut lui arriver. Il se rend dans un univers, l'univers de Kitela,
qui est plus fort que lui, et c'est dit dans le chapitre 12. Donc, il n'hésite pas à faire un peu de grabuge pour essayer d'avoir des alliés qui pourraient trahir leur propre camp, donc au final, les alliés de Kidela, qui pourraient se ranger du côté d'Amaron, pour ensuite directement atteindre son objectif final, c'est-à-dire s'en prendre au grand prêtre et retourner le système divin. Il n'a pas peur de se retrouver confronté face à Kitela, même s'il prend directement la fuite quand celui-ci arrive. Mais malgré tout, le fait d'arriver dans un univers ne garantit pas le fait qu'il ne risque pas de tomber sur un dieu de la destruction qui risque d'être beaucoup plus rapide que lui et qui n'ait pas le temps de s'enfuir. Voir un personnage qui est aussi déterminé dans son objectif et qui veut avoir toutes les chances de son côté, quitte à peut-être se faire tuer, ça inspire vraiment la crainte pour un personnage comme ça, et au niveau de ce qui nous a été montré, au niveau de ses qualités, au niveau de ses actions, c'était tout aussi intéressant. Son univers est caractérisé comme ambitieux, et ce personnage incarne parfaitement cette définition, cette caractéristique, parce qu'en plus de mettre en avant ce personnage, tu le nommes nouveau dieu de la destruction de l'univers 14, donc il a déjà un statut, ce n'est pas Robert qui fait des crêpes, c'est un personnage qui a déjà un certain niveau et qui est capable de mettre en déroute pas mal d'autres personnages. Donc au niveau de sa présentation, à la fois visuelle, au niveau de sa mentalité et au niveau de ses actions, c'est quasiment parfait. Tout à l'heure, j'ai évoqué le fait que Dragon Ball Super, par moment, abordait des idées sans les approfondir, ou que d'un point de vue scénaristique, on allait d'un point A à un point B, sans vraiment nous expliquer comment on y allait, c'est-à-dire facilité scénaristique. Là, pour le personnage d'Amaron, on comprend pourquoi il suit une certaine trajectoire et pourquoi il se rend dans certains univers. Et il y a un autre point aussi que Dragon Ball Super a parfois des problèmes à évoquer en termes de développement. Des fois, il nous surdéveloppe des idées qui ne devraient même pas être développées, qu'on devrait passer rapidement, parce qu'on sait déjà un petit peu ce que veut nous dire l'idée. Je vais vous donner l'exemple. Dans le chapitre 11, on a le personnage de Pan en train de s'entraîner aux côtés de Piccolo. À un moment donné, Piccolo dit à Pan qu'à l'époque, quand il entraînait Gohan, c'était beaucoup plus dur que cela. Et forcément, tous les fans de Dragon Ball Z, on se souvient du début de la relation entre Gohan et Piccolo. Là, c'est subtil, il n'y a qu'une phrase pour dire ça, et tu n'as pas besoin de plus. Dans Dragon Ball Super, par exemple, ils auraient fait l'erreur de faire 70 pages pour expliquer ce qui s'était passé à l'époque entre Piccolo et Gohan. Là, en quelques pages, en une phrase déjà, tu as cette mise en avant par rapport à Pan, et tu as aussi cette comparaison par rapport à Piccolo et Gohan. Et en quelques pages, tu as aussi le fait de voir comment Pan se comporte par rapport à l'époque, comment se comportait Gohan aux côtés de Piccolo. On rappelle qu'au début, Gohan, c'était plutôt un peureux. Piccolo en a fait un guerrier. De plus, on voit aussi le comportement de Piccolo à l'égard de Pan qui était complètement différent quand c'était à l'époque avec Gohan. Gohan a fait changer Piccolo comme Piccolo a fait changer Gohan. Maintenant, Piccolo se sert de son vécu pour faire évoluer Pan. Et ce qui est aussi intéressant, et c'est là encore une fois qu'on revient sur les associations qu'il peut y avoir entre personnages, le fait d'associer Piccolo parce qu'il entraîne Pan, mais il est aussi aux côtés des Namek de l'univers 6. Le fait de mettre en avant l'histoire de Piccolo par rapport à celle des Namek de l'univers 6. Une association qui peut être complémentaire pour faire évoluer ces personnages. Ça aussi, c'est bien trouvé. Autre point aussi plutôt subtil, le fait que Piccolo dise à un moment donné qu'il y a une personne sur la planète qui le respecte plus que tout, c'est-à-dire que tous les autres sont en dessous, mais il y en a un qui est au-dessus, c'est le personnage de Dende. Et là, même ça, sur cette phrase-là, c'est subtil. Pour les connaisseurs de Dragon Ball, on sait que Piccolo connaît la responsabilité qu'a le personnage de Dende, puisque Piccolo, par rapport à son passé, il a occupé cette place de Dieu tout-puissant de la planète. Ça, tu vois, en une phrase, c'est expliqué, et tu comprends directement ce que veut dire Piccolo quand il parle de respect par rapport à Dende. Maintenant, on va parler de l'évolution de Gohan, et que dire de cette évolution? Alors oui, on est qu'au chapitre 12, Gohan n'a pas encore atteint son point final au niveau de son développement par rapport à ce qu'est en train de faire Dragon Ball Kakumei, mais son évolution, elle est sympa, elle est logique et subtile. Déjà, tu le vois évoluer aux côtés de l'univers 11, donc déjà, ça lui apporte quelque chose au niveau de sa mentalité, au niveau des responsabilités qu'il doit prendre, mais tu vois aussi les défauts de sa mentalité, mais Gohan nous donne une raison pourquoi il a ce défaut-là. En gros, il exécute des missions et il ne tue pas ses adversaires. Il nous explique qu'en gros, dans l'univers 7, à chaque fois qu'il a dû affronter un adversaire, en général, ou même quand c'était Goku, en général, le mec était mauvais, finit par devenir bon. On a le meilleur exemple avec Vegeta. Même si dans 10% des cas, évidemment, ça ne se produit pas. Mais on va dire que sur 90%, tu as quand même
une bonne chance que le mec qui est mauvais au début finisse par changer. Et c'est pour ça que Gohan ne tue pas ses adversaires, parce qu'il veut donner une chance à ses ennemis de pouvoir changer. Mais en gros, on nous explique, les membres de l'univers 11, que parfois dans certaines situations, tu n'as pas le choix de tuer ton vis-à-vis. Et ça va être le cas pour la guerre universelle, parce que là, tu n'auras pas le temps d'attendre de voir si ton adversaire, il va changer. Il va être une menace directement, une menace à éliminer. Et j'aime beaucoup voir Gohan évoluer dans cet univers 11, par rapport à sa mentalité de base. Et en plus de ça, il a pris conscience des responsabilités que représentait Goku à l'époque, lorsque celui-ci était toujours présent à ses côtés. Ça fait plaisir de voir un Gohan comme ça. Ce qui me fait encore plus plaisir, c'est le fait qu'on ait un Gohan qui accepte ses qualités et ses défauts. C'est-à-dire, il sait que ce n'est pas un guerrier de nature. Il préfère sa vie de famille, il préfère sa vie de professeur, il préfère ses études et il préfère ne pas combattre. Mais il accepte qu'au vu de la situation, qu'il doit être capable de protéger les siens, qu'il comprend qu'il a des responsabilités comme pouvait les avoir à l'époque Goku. Et ça me fait plaisir parce que clairement, c'est possible d'avoir un Gohan qui est capable d'assimiler sa vie d'étudiant, sa vie de professeur, avec une vie de combattant pour protéger son univers. Et le fait de voir ce personnage prendre conscience de ces choses-là, tu te dis que quand même c'est terrible que Dragon Ball Kakumei soit capable de faire ça, alors que Dragon Ball Super n'a toujours pas trouvé la recette pour avoir un Gohan capable d'assimiler ses qualités et ses défauts. Alors oui, dans le film Dragon Ball Super Super Hero, on a Gohan the Beast, mais malgré tout, tu sens qu'ils peuvent abandonner l'idée sur l'arc suivant. Et ce Gohan-là, dans Dragon Ball Kakumei, il fait plaisir, il réfléchit, il sait qu'au fond de lui, il a un énorme potentiel, mais il sent qu'il n'a pas encore tout dévoilé. Il ne comprend pas que parfois, par moment, son potentiel se libère, mais s'arrête instantanément. Il sent qu'il a une autre réserve, et les membres de l'univers 11, notamment Vermoud, l'ancien dieu de la destruction, va lui expliquer qu'il y a un Kaioshin dans cet univers qui est le Kaioshin le plus puissant des autres univers, qui peut l'aider à libérer complètement son potentiel. Au passage, on a le droit à un petit taquet sur le vieux Kaioshin de l'univers 7. Là encore, on a de la subtilité, on a de l'humour, mais en même temps, ça raconte quelque chose, et ça nous tease l'évolution à venir sur Gohan par rapport à son éveil total, en lien avec son potentiel. Et en plus, on a un Gohan qui prend conscience qu'en attendant qu'il puisse avoir son potentiel libéré, il ne doit pas chômer, il doit donner tout ce qu'il a, il doit continuer de progresser. Il n'hésite pas à défier Jiren. Qu'est-ce que ça fait plaisir, encore une fois, de voir ce Gohan-là, un Gohan avec le sens des responsabilités et qui est au courant de ce qu'il doit faire pour évoluer. Franchement, l'évolution de ce personnage, c'est vraiment kiffant. Dragon Ball Kakumei, sur le peu de fois où ils ont utilisé Gohan jusqu'à maintenant, c'est déjà beaucoup mieux de ce qu'a fait Dragon Ball Super sur 131 épisodes pour l'anime et sur tous les chapitres qu'il y a pu y avoir déjà sur le manga. Là, tu l'utilises correctement, de façon cohérente. Ce qui est terrifiant, quand on fait un constat qui est vraiment accablant, et c'est le cas de le dire, quand on compare Dragon Ball Super, qui a quasiment 100 chapitres au moment où je tourne cette vidéo, et Dragon Ball Kakumei, une vingtaine de chapitres, tu te dis que Dragon Ball Kakumei a développé beaucoup plus d'univers, ils en ont même rajouté pour le coup, et ils ont développé beaucoup plus de personnages avec de la profondeur de tout ce qu'a fait Dragon Ball Super. C'est quand même terrible quand tu comprends que ceux qui font Dragon Ball Kakumei ont compris ce que représente l'œuvre de Dragon Ball. Et ceux qui font Dragon Ball Super, bah tu comprends clairement que c'est du marketing. Tu proposes des idées, mais tu les approfondis pas. C'est pour ça que je vous invite vraiment, si vous êtes fan de Dragon Ball, ou même si vous ne connaissez pas Dragon Ball, de faire Dragon Ball Z, et de regarder Dragon Ball Kakumei. Ça va vous plaire, vous allez kiffer. C'est fait par des personnes qui tiennent vraiment à cœur cette œuvre, Rinko, Poisson Labo, ainsi que Darkose. Je vous invite vraiment à aller les soutenir. Les différents liens se trouvent dans ma description si vous souhaitez aller découvrir ce qu'ils font. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et n'oubliez pas que la volonté de Kakumei soit avec vous.